Alors les résultats, bon, bah déjà on l'a annoncé le 4 juillet 2012, c'était chouette, ça a été annoncé sur toute la planète. Et alors vous voyez le signal en X, en photon-photon dont on vient de parler, monter progressivement au fur et à mesure de l'accumulation des données. Et vous voyez que le bruit de fond est colossalement important et que sortir un signal, ça n'a pas été évident. Il a fallu toutes les données accumulées en 2011 et 2012. Et là, par contre, la petite bobosse, elle est nette. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'ajustement d'une courbe en rouge sur signal plus fond. Ça correspond à ça. Et ça correspond avec cet outil statistique là, de probabilité critique à cette courbe-ci. Alors, il vaut mieux regarder la noire. Et elle descend à mieux que 6 sigma. Donc là, on s'est permis d'annoncer la découverte. D'accord ? On ne l'a pas cherché que dans ce canal-là. Et ça a son importance parce qu'une fois qu'on a découvert une nouvelle particule, on voudrait bien savoir ce que c'est. Alors, est-ce que c'est le boson de Higgs? Est-ce que c'est un autre truc? Donc, on l'a cherché aussi dans un canal qui s'appelle ZZ. Le Higgs se désintègre en 2 Z. Et chacun des 2 Z a le bon goût de se désintégrer en 2 leptons, et ça, c'est électrons ou muons. Et ça, c'est super facile à reconnaître dans le détecteur, on l'a vu. Et là, vous le voyez, donc le bruit de fond en rouge, en violet, et un petit zoom. Alors, vous voyez que là on parle d'une échelle, il y a 20 événements, hein, il y en avait quelques centaines dans l'autre. Hein. C'est un canal qui est encore plus rare que gamma-gamma. Et là, c'est pareil, on était à mieux que 6 sigma. Donc, on pouvait s'en servir aussi pour annoncer la découverte. Alors, il y a d'autres canaux d'analyse qu'on peut utiliser, mais qui ne nous donneront pas la masse, parce que là, c'est la masse invariante, donc on a directement accès à la masse du boson de Higgs. Par exemple, en WW, je ne peux pas reconstruire la masse du boson de Higgs. Pourquoi? Qui va me dire pourquoi? Dans l'état final, j'ai 2 leptons et 2 neutrinos. Électrons ou muons et neutrinos électroniques ou neutrinos muoniques. Pourquoi je ne peux pas reconstruire la masse dans tout ça? Caractéristiques des neutrinos? Ils échappent à toute détection, enfin, sauf coup de bol énorme. Ils ont ce qu'on appelle une section efficace d'interaction minuscule. Je crois que ce qu'on appelle le libre parcours moyen des neutrinos, c'est plusieurs années-lumière de plomb, en moyenne. D'accord? Donc ce truc-là, pour l'arrêter, il faut se lever de bonne heure. Et donc, comme il y a des neutrinos dans l'état final, ici, je ne peux pas reconstruire complètement l'état final de désintégration du boson de Higgs, donc je n'ai pas accès à la masse de la particule maman, donc au Higgs ici. En revanche, je peux regarder d'autres observables, et du coup, la manifestation du boson de Higgs dans ce canal-là, c'est un excès d'événements. Mais je n'ai pas accès à la masse du boson de Higgs avec celui-là. Donc la mesure de la masse, c'est vraiment que quand je sais reconstruire complètement la masse dans l'état final, et donc c'était avec le gamma-gamma ou le ZZ. Messieurs Englert et Higgs ont eu le prix Nobel en octobre 2013, et en fait, celui-là, j'en suis très fière, parce que pour la première fois, les expériences ont été mentionnées dans le texte du Nobel. En fait, historiquement, le prix Nobel, il ne peut pas être donné à plus de 3 personnes, le prix Nobel de physique, et il ne peut pas être donné à une institution. Mais évidemment, là, c'était quand même le CERN et les collaborations qui étaient un peu pour quelque chose. Donc, il a été décerné aux théoriciens avec mention des expérimentateurs. C'était sympa. Maintenant, je vais juste terminer rapidos pour vous dire qu'on a trouvé une nouvelle particule. Ce petit pic-là, c'est incontestable qu'on a trouvé une nouvelle particule. Maintenant, avant de clamer que c'est le boson de Higgs, en plus de ça, sa masse, encore une fois, elle n'était pas prédite par la théorie. Donc, on a trouvé une nouvelle particule à 125 GeV de masse. D'accord, très bien. Maintenant, est-ce que c'est le boson de Higgs ou pas, ou autre chose? Pour ça, on se sert du modèle standard. On fait dire au modèle standard, pour un boson de Higgs de 125 GeV de masse, quelle est toutes ces autres caractéristiques, donc la façon dont il se couple aux autres particules, son spin, sa parité, enfin tous ces nombres quantiques, et on essaye de les trouver. Alors entre voir une bosse apparaître et mesurer précisément les paramètres de la particule, il nous a fallu un petit peu plus de temps. Les premiers résultats commencent à tomber. Alors la masse, celui-là, vous l'avez en avant-première parce qu'il vient juste d'être soumis sous archive, mais il n'est pas encore publié. On a fait la combinaison entre les résultats d'Atlas et CMS, donc les 2 manips. Et donc la masse du boson de Higgs, elle est quand même assez précise, c'est 125,09 plus ou moins 0,24 GeV. Et là, je vous montre, alors vous les avez déjà vus, c'est ceux d'Atlas. Hein. CMS, Atlas pour le 4 leptons, donc quand le Higgs va en... Il est là. ZZ. Et puis là, c'est quand on soustrait le bruit de fond à la totalité signal plus bruit de fond dans le gamma-gamma que je vous ai montré, que vous voyez monter tout à l'heure, pour CMS et pour Atlas. Les couplages, c'est vachement important. Le modèle standard nous dit avec quelle probabilité le boson de Higgs va se désintégrer en 2B, enfin BB bar, ou ZZ, ou WW, ou Toto.
Ça a été mesuré par Atlas et CMS. Ce que vous voyez là, ce n'est pas directement le couplage, c'est la mesure rapportée à ce qu'on attend, prédit par le modèle standard. Alors quand les gens nous disent ouais, vous êtes sûr que c'est un boson de Higgs standard, bah, comme tout le monde trouve 1, ouais, on est assez sûr que le boson de Higgs pour l'instant il est standard. Il faudrait vraiment qu'il nous fasse une grosse blague pour que... Spin et parité, donc spin, vous savez ce que c'est, je ne réexplique pas. C'est beaucoup plus compliqué à faire. La parité, vous savez ce que c'est? C'est l'image dans un miroir avec une rotation de pi en plus. En gros, c'est tout ce qui prend les dimensions spatiales et qui les inverse. Okay, il y a des particules qui sont de parité plus 1, c'est-à-dire transformer image miroir plus rotation de pi, je retombe sur la particule. Et il y a des particules qui sont de parité moins 1, donc image miroir plus rotation de pi, je tombe sur pas elle. Moins la particule. Ce qu'on attend, c'est que le boson de Higgs soit de spin 0, donc il est scalaire, et de parité plus. Et alors là, je vous montre les résultats pour Atlas et CMS. Ça, en gros, c'est une probabilité pour un 0 moins. Ça, c'est une probabilité pour un 0 plus. Et ce qui est observé, c'est là pour CMS, et à peu près la même chose pour Atlas. Vous voyez que c'est plus compliqué à distinguer. Donc je ne peux pas encore vous dire avec certitude qu'il est 0 plus ou 0 moins. En revanche, les observations favorisent un Higgs 0 plus comme le prédit le modèle standard. Et puis juste pour terminer, un tout petit mot. Vous savez peut-être que le LHC s'est arrêté de tourner pendant 2 ans parce qu'on a tourné qu'à 7 et puis 8 téraélectronvolts d'énergie disponible par collision. Et on a arrêté pendant 2 ans pour faire des upgrades sur les détecteurs et sur la machine. Pour pouvoir monter à 13, 13,5, 14, ça m'étonnerait qu'on y arrive un jour, on peut faire une croix dessus. TeV dans le centre de masse. Alors, on va redémarrer incessamment sous peu. Il y a un petit courjus. On ne sait pas si le petit courjus va nécessiter qu'on réchauffe ou pas un secteur de la machine. Réchauffer un secteur de la machine, c'est 6 semaines. Refroidir à nouveau 6 semaines. Donc on peut prendre dans la vue 2 jours ou 2 mois. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais comme c'est la première fois qu'on tourne à ces énergies-là, de toute façon, on savait que 2015, c'était une année un peu de commissioning de la machine, quoi. En tout cas, on va prendre des données à plus haute énergie. Pourquoi ça a son importance? Eh bien, vous vous rappelez, là, je vous ai montré les probabilités d'occurrence de certains processus en fonction de l'énergie disponible par les collisions. On était là, le 8F, c'est la ligne bleue, d'accord? Donc, là, en 2012, on a tourné à cette énergie-là, et puis 13F, c'est la ligne en pointillé qui est là. Ça a l'air de rien, mais c'est des échelles log, hein. Par exemple, si je prends la section efficace de production du Higgs, là, donc à 125 GeV, par exemple, je ne sais pas quoi, n'importe quelle production la plus favorable, ça me fait un facteur 2. Tous les processus standards prennent un facteur 2 rien qu'avec la montée en énergie. La probabilité va être 2 fois plus grande. Vous avez vu que c'est des événements rares, donc pour nous, c'est hyper intéressant ce facteur 2. Et puis, le nombre de collisions, la machine a été tunée aussi, on va améliorer encore les paquets de protons, et le nombre de collisions va être multiplié par 4. Donc on va avoir 4 fois plus de données dans le deuxième run que ce qu'on a eu au premier run. Et donc ça va nous permettre, pour le coup, le Higgs, on va lui faire dire papa, maman, on sera sûr de nous là. Voilà, je vous remercie.